Hello mes enfers, comment vous allez? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle d'un tueur en série qui a commis 5 meurtres, mais en réalité, il en aurait peut-être commis le double, à savoir 10. Je parle de Levi Bellfield et je vous raconte son histoire tout de suite. Ouais, maintenant là, tout de suite. Levi Bellfield, de son vrai nom Levi Rabbetts, est né le 17 mai 1968 à l'hôpital West Middlesex à Isleworth et c'est situé dans le Grand Londres. Son père, Joseph Rabbetts, a des origines roms et avec sa compagne, Jane, ils ont eu 5 enfants, donc Bellfield a 2 frères et 2 sœurs. Il passe son enfant dans un lotissement de logements sociaux situé dans le sud-ouest de Londres. Bellfield a perdu son père très tôt, lorsqu'il avait 10 ans, et son père serait morte d'une crise cardiaque à l'âge de 52 ans. Bellfield fréquente l'école primaire de Forge Lane, puis l'école secondaire Rectory à Hampton, et enfin le collège communautaire de Feltham. Dans sa vie, il aura 5 femmes différentes. Peut-être que c'est parce qu'il n'arrivait pas à les garder. Et avec ces 5 femmes, il aura 11 enfants. Pas de chacune d'elles, en tout. Les 3 plus jeunes avec sa dernière petite copine, Emma Mills. À l'école, il se fait beaucoup harceler, c'est un peu le bouc émissaire de toute la classe et lorsqu'il a 14-15 ans, il se fait appeler Bugsy, ce qui veut dire dingue en anglais. Tout ça à cause d'une rumeur qui disait qu'il aurait eu une relation sexuelle avec le lapin de sa sœur et qu'ensuite il aurait tué ce dernier. Il était harcelé mais aussi moqué pour son physique, en effet, il était petit et carré. Sa première condamnation pour cambriolage remonte à 1981. Il a également été reconnu coupable d'avoir agressé un policier et enfermé pour ce fait en 1990. On note aussi quelques condamnations pour des vols ainsi que des délits de conduite. Et en 2002, son casier judiciaire est déjà bien rempli puisqu'il compte 9 condamnations et 1 année de prison. Dans une interview, Colin Sutton, l'inspecteur en chef de la police métropolitaine, déclare « Quand nous avons commencé à traiter avec lui, il est apparu comme très farceur, comme s'il était votre meilleur ami. Mais c'est un individu rusé, violent. Il peut passer de la gentillesse à l'agressivité en une fraction de seconde. » Et ce n'est pas le seul témoignage positif à son égard puisqu'il y a également celui de son ex-femme, Joey Collins. Il était vraiment la personne la plus gentille que vous pouviez rencontrer. Un jour, il vous achetait des cadeaux, vous traitez comme une princesse, vous achetez des fleurs. C'était un gars vraiment sympa. Puis, les coups sont tombés et sont devenus très fréquents et de plus en plus violents. Les viols aussi sont devenus très réguliers. Si vous réorganisez les lettres du nom Levi, cela signifie evil. Et c'est exactement ce qu'il était. Petit point de traduction, evil c'est mal. Donc voilà. Bon, quand je dis que le témoignage est positif, c'est vrai qu'il est positif au départ, cependant après, Joey Collins avoue quand même qu'il était très violent et qu'il la violait. Bellfield recherche ses victimes dans les rues qu'il connaissait très bien et il adoptait toujours le même schéma de comportement. Au début, il était adorable avec elle, très charmeur, avant de prendre le contrôle et de devenir méchant. Au moment des agressions, Bellfield dirigeait une entreprise de serrage de roues à West Drayton, dans l'ouest de Londres. C'est également le quartier dans lequel il résidait. Selon Colin Sutton, il a un ego énorme à nourrir et se prend pour un don du ciel. Quand il se balade en voiture et qu'il repère une femme qu'il aime bien, il l'approche et si cette dernière a le malheur de le repousser, il se dit « Comment ça? Comment tu oses repousser Levi Bellfield? Ce n'est pas normal. » Donc comme il trouve pas ça normal, il descend de sa voiture, va voir la femme et l'assomme. Selon lui, si la femme ne s'intéressait pas à lui, elle ne méritait pas de vivre. Le 21 mars 2002, après avoir quitté la gare de Walton-on-Thames, Amanda Jane Millie Dowler, une fille de 13 ans, disparaît. Elle avait passé l'après-midi dans un café avec une de ses amies, puis elle avait appelé son père vers 15h pour lui dire qu'elle serait rentrée chez eux aux alentours de 15h30. La dernière fois qu'on la voit vivante, c'est sur les caméras de surveillance de la gare, vers 16h15. Ses parents se sont inquiétés, ont lancé des recherches, mais ne l'ont jamais retrouvée. Elle est retrouvée morte 6 mois plus tard à Yetterley East Woods. La jeune fille a été enlevée, violée à plusieurs reprises, torturée et tuée.
Et c'est seulement en août 2009, soit plus de 7 ans plus tard, que la police de Surrey a soumis un dossier au CPS contenant des preuves de l'implication de Belfield dans le meurtre de Dowler. Le CPS, c'est le Child Protective Services, les services de protection de l'enfance. Parmi les preuves, il y avait celle que la voiture rouge appartenait à la petite amie de l'époque de Belfield. En février 2003, Belfield a besoin de tuer. Pour ce faire, il décide de suivre un bus. Et ce n'est pas n'importe quel bus. Ce bus s'était arrêté à un arrêt qui était à proximité du cinéma de la ville. Bien sûr, il sait que dans ce bus, il y a des adolescentes et donc il sait aussi qu'à un moment, elles descendront de ce bus et qu'il pourra les suivre. C'est le scénario parfait pour lui puisqu'à minuit dans les rues, il n'y a personne. Donc, à minuit 08, lorsqu'une adolescente descend du bus sans voir que la voiture est stationnée et que donc Belfield l'observe et l'attend, il se dit que c'est la cible parfaite. Il coupe alors le moteur, descend de la voiture et la suit. Marsha Louise McDonnell, âgée de 19 ans, a été frappée à la tête avec un instrument contondant près de son domicile à Hampton. À quelques mètres de la maison de ses parents, Marsha est retrouvée dans une mare de sang et elle est immédiatement emmenée à l'hôpital. Elle décède 2 jours après son admission à l'hôpital des suites de fractures crâniennes. 6 jours après le meurtre, Belfield vend sa voiture Vauxhall Corsa pour 1500 livres alors qu'il l'avait achetée 6000 livres 5 mois plus tôt, ce qui laisse penser qu'il a transporté le corps de sa victime dans la voiture. Le 16 décembre 2003, Irma Dragoshi attend son bus après avoir fini le travail. Étant donné qu'on est en décembre, à cette heure-là, il fait déjà nuit et elle est seule à l'arrêt de bus. Comme pour les précédentes victimes de Belfield, elle ne remarque pas l'homme qui l'observe caché derrière un buisson. Ce dernier attendait bien évidemment l'arrivée du bus, mais comme le bus n'arrive pas et qu'il perd un peu patience, il sort de sa cachette, se jette sur elle et l'assène de coups au visage. Après avoir perdu connaissance, elle tombe et elle est retrouvée inconsciente par des passants. Cependant, elle a de la chance puisqu'elle survit. Enfin, quand je dis de la chance, avec toutes les blessures et les violents coups qu'elle a reçus, elle est amnésique, donc elle ne se rappelle plus de rien. Ce qui, bien évidemment, n'arrange pas les enquêteurs. Cependant, ces derniers se disent que ça commence à faire beaucoup de cas autour des arrêts de bus, beaucoup d'adolescentes qui sont enlevées ou ruées de coups, et ils commencent à surnommer le mystérieux homme derrière tout ça The Bus Stop Killer. Un an plus tard, le 28 mai 2004, Kate Shady est écrasée alors qu'elle traversait la route à Isleworth. Elle venait de passer la soirée dans un pub de Twickenham avec des amis à elle pour fêter la fin de l'année scolaire. Au moment de descendre de son bus, elle remarque une voiture stationnée, cependant cette dernière a les phares éteints donc elle entend seulement le moteur. Contrairement aux autres victimes, cette dernière a entendu parler des affaires du bus stop killer et donc elle décide de traverser la route pour changer de trottoir. Malheureusement, lorsque cette dernière traverse la route, Belfield démarre et l'écrase plusieurs fois. Quand je dis qu'il l'écrase plusieurs fois, c'est-à-dire qu'il l'écrase une première fois, puis il fait marche arrière et roule de nouveau sur la victime. Kate Shady sait que si elle veut survivre, il faut qu'elle appelle les secours et elle a un instinct de survie incroyable. Elle arrive à appeler les secours et ses parents aussi qui accourent et qui réussissent à la sauver. Cette victime a survécu, cependant elle a de multiples blessures et a passé plusieurs semaines à l'hôpital. Quand je parle de blessures, je parle pas juste de petites blessures comme ça, je me coupe avec une feuille. Non. Je parle de vraies grosses blessures. Elle a plusieurs côtes cassées, elle a le foie coupé et le poumon percé. Près de 4 ans après, elle témoigne contre Belfield lorsqu'il a été jugé pour tentative de meurtre. Amélie Delagrange est une étudiante française de 22 ans qui est en échange au Royaume-Uni. Elle rentrait chez elle après une fête entre amis et elle est descendue au mauvais arrêt de bus. Et au lieu d'attendre le bus suivant, elle se décide de marcher, de continuer de marcher et elle traverse un parc non éclairé. En effet, vous vous dites certainement la même chose que moi, ce n'était pas la meilleure décision, pas la décision la plus intelligente de sa part au vu de tous les événements qui se produisent dans les alentours. Vous vous en doutez certainement, Belfield la suit, marteau à la main, et lui fracasse le crâne. Elle est retrouvée le soir même, le 19 août 2004, à Twickenham Green. Elle a de graves blessures à la tête, elle est immédiatement emmenée à l'hôpital. Cependant, elle décédera suite à ses blessures.
Sur ce crime, Belfield a commis plusieurs erreurs, ce qui arrange les enquêteurs. La première erreur, c'est qu'il a pris son téléphone avec lui et son téléphone émettait à côté de Walton-on-Thames. Et donc, les enquêteurs vont supposer que le tueur habite dans les alentours. De plus, Walton-on-Thames, c'est l'endroit où la petite Millie Dowler a disparu. Ensuite, cette fois-ci, sa voiture a été identifiée et il n'y a pas beaucoup de voitures de ce style. Des voitures fortes comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Donc forcément, là, c'est une nouvelle erreur et ça permet de se rapprocher du tueur. Dans les 24 heures qui suivent, la police commence à se bouger un petit peu et déduit que le tueur qui a tué Amélie Delagrange pourrait également être le même tueur qui a tué Marsha McDonnell 18 mois auparavant. Les policiers ont bien évidemment lancé un appel à témoins et c'est Joanna Collins, je vous en ai déjà parlé au début, je dis que c'était Joe Collins, mais son nom c'est Joanna Collins, qui l'a dénoncé à la police. Elle leur explique également qu'un jour elle a trouvé une boîte contenant une cagoule, un couteau et un magazine sur lequel tous les visages des femmes étaient rayés. Cependant, elle n'en a pas parlé à Belfield car il était déjà violent et elle craignait sa réaction. Belfield est également accusé d'enlèvement et de faux emprisonnement d'Anna Maria Rainey, qui était âgée de 17 ans. Tout ça s'est passé le 14 octobre 2001, ça remonte un petit peu plus que ces meurtres, et c'était à Wheaton. Après s'être disputée avec son petit ami, elle a besoin de prendre l'air. Donc elle sort, elle marche seule et elle se pose à un arrêt de bus en pleine nuit. Comme elle était dans tous ses états, elle n'a pas entendu l'homme qui la suivait derrière et donc ce dernier s'approche d'elle et commence à lui parler. Il lui propose même de passer la soirée avec lui, ce qu'elle refuse catégoriquement. Et ça, Belfield, ça ne lui plaît pas. Donc il l'attrape et il l'emmène de force dans sa voiture. Heureusement, elle a eu un très bon réflexe, elle s'est mise à courir le plus vite possible jusqu'à chez elle. Bon, après elle a eu de la chance parce qu'elle n'était pas très loin de chez elle non plus. Et une fois arrivée chez elle, elle appelle les autorités. Et vous savez ce que les autorités lui disent? Les autorités lui disent qu'ils ne peuvent rien faire pour elle car elle n'a même pas relevé la plaque et que c'est la nuit, donc en gros, elle n'a rien à faire dehors à cette heure-là. Alors là, on croit rêver. Ça se passe 24 heures avant l'enlèvement de Millie Dowler. Rachel Coles descend du bus pour rentrer chez elle quand un homme qui prétend être un nouveau voisin lui propose de la déposer chez elle. Ses parents l'avaient relativement bien briefée, ils lui ont toujours interdit de monter dans la voiture d'un inconnu et donc elle refuse. Et elle va être sauvée grâce à une patrouille de police qui arrivait en sens inverse. Belfield a pris peur et il est parti. Bien évidemment, encore un peu sous le choc, quand elle rentre chez elle, elle raconte tout à sa mère. Sa mère décide de prévenir les autorités, mais comme il ne l'a pas plus embêtée que ça, ils disent qu'ils ne peuvent rien faire. Et là, on croit marcher sur la tête une nouvelle fois. Étant donné que les caméras de surveillance l'avaient filmé, Belfield est arrêté le 22 novembre 2004. Il est soupçonné d'avoir tué Amélie Delagrange. Les enquêteurs ont plusieurs preuves. La première preuve, c'est qu'Anna Maria, vous vous rappelez, c'est la victime qu'il a tenté d'enlever, l'a identifiée. Ensuite, on apprend que la voiture rouge qu'on voyait sur les caméras de surveillance était celle de la petite amie de Belfield. Elle lui avait prêté la voiture à l'époque et donc ça confirme également les dires que c'était bien Belfield qui était au volant. Enfin, la mère de Rachel Coles, la deuxième fille que Belfield a tenté d'enlever et de tuer, a dit que sa fille l'avait reconnue. Et tout s'accélère puisque le 25 novembre, il est accusé de 3 chefs de viol dans le Surrey et dans l'ouest de Londres. Le 9 décembre 2004, il est accusé d'avoir agressé une femme à Twickenham entre 1995 et 1997 et pour cette accusation, il est placé en détention provisoire. Le 2 mars 2006, Belfield est accusé du meurtre d'Amélie Delagrange, mais aussi de la tentative de meurtre de Kate Shady et d'une tentative de meurtre et de blessure grave sur la personne d'Irma Dragoshi. Le 25 mai 2006, une nouvelle accusation tombe. Belfield est accusé du meurtre de Marshall McDonnell. Le 25 février 2008, Belfield est reconnu coupable des meurtres de McDonnell et de Lagrange, mais aussi de la tentative de meurtre sur Shady. Il est condamné à la réclusion à perpétuité avec la recommandation de ne jamais être libéré. Belfield n'était pas présent au tribunal pour entendre sa condamnation en raison d'une couverture médiatique injuste. Le 30 mars 2010, Belfield est accusé d'enlèvement et de meurtre de Dowler, mais aussi de la tentative d'enlèvement de Rachel Coles, qui était alors âgée de 12 ans le 20 mars 2002.
Belfield refuse de témoigner à son procès et nie toute implication dans la mort de Dowler. Mais le jury le déclare tout de même coupable du meurtre de Dowler le 23 juin 2011. Le deuxième procès de Belfield commence à Old Bailey le 10 mai 2011 et le jury le déclare coupable de meurtre sur Dowler le 23 juin 2011. Encore une fois, il est condamné à la réclusion à perpétuité. Le 27 janvier 2016, lorsqu'il est en prison, la police de Surrey interroge Belfield pour savoir s'il avait un complice, notamment dans le meurtre de Dowler. Et c'est la première fois que ce dernier avouera qu'il a enlevé, violé et tué cette jeune fille. Après avoir fait de tels aveux, il se rétracte, cependant la police a maintenu sa déclaration. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais entre le moment où il a été arrêté, c'est-à-dire en novembre 2004, et le moment où il a été reconnu coupable pour le meurtre de Dowler, donc en juin 2011, il s'est quand même passé presque 7 ans. C'est juste énorme. Je dis ça, mais entre 2004 et 2011, il a quand même été condamné sur d'autres meurtres. Mais tout de même, pour que la condamnation sur tous les meurtres puisse passer, il a quand même fallu 7 ans. C'est juste... c'est trop. Après sa condamnation en février 2008, Belfield a été désigné par la police comme un suspect très sérieux dans des attaques et des meurtres sur des femmes dans les années 90. Je parle bien évidemment d'affaires d'attaques et ou de meurtres non résolus, et parmi ces affaires-là, il y a aussi celle de sa petite amie d'enfance qui s'appelait Patsy Morris et qui avait 14 ans en 1980. Elle avait été retrouvée dans un bois après qu'il l'ait étranglée. D'autant plus qu'en début 2015, Belfield, qui est en prison, avoue des cas de viol et de meurtre qui sont liés à des affaires qui n'étaient pas résolues. Pour essayer de faire des liens entre toutes ces affaires, la police métropolitaine coordonne les enquêtes ultérieures de 10 forces de police et le 9 novembre 2016, il publie un communiqué qui disait « Toutes les pistes d'enquête ont maintenant été épuisées et la décision a été prise de clore cette enquête car il n'y a aucune preuve permettant de lier l'individu à une affaire pour laquelle il n'a pas déjà été. » En 1996, Lynn Russell et sa fille Megan sont retrouvées mortes. Vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport là? Eh bien justement, Belfield aurait avoué à un de ses codétenus que c'est lui qui les avait tués. Et d'ailleurs, ce codétenu a également révélé à la BBC que vu les détails qu'il donnait, c'était forcément lui le tueur, puisque ces détails ne pouvaient être connus que du tueur lui-même. Cependant, quand on l'interroge, il nie totalement la confession. Alors, est-ce que le codétenu n'a pas inventé ça pour un petit peu buzzer sur l'affaire Belfield? Est-ce que tout simplement Belfield l'a vraiment dit au codétenu et qu'il ne veut pas avouer ça en public? Enfin bon, on n'a pas vraiment de preuves qui permettent de confirmer que Belfield est le tueur, mais on n'a pas non plus vraiment de preuves qui permettent d'infirmer ça. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'en décembre 2017, le Sunday Times a rapporté que son ex-femme avait affirmé qu'elle était avec lui le jour de son 25e anniversaire. Et le jour de son 25e anniversaire, c'était également le jour du meurtre de Lynn et Megan Russell. Les détectives ont trouvé que cet alibi était crédible. Depuis janvier 2020, Levi Belfield est incarcéré au HMP Frankland Country Durham. C'est une prison pour hommes de catégorie A. Il est sous surveillance H24 puisqu'il a tenté de se suicider. Depuis qu'il est en prison, il s'est reconverti à l'islam et se fait appeler Youssef Rahim. Voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu, que vous ne connaissiez pas ce tueur en série et que je vous l'ai fait découvrir. Je vous attends comme toutes les semaines dans les commentaires et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.